Bienvenue à la Fac LGS. Bonjour, je suis Stéphane Gasse. Bienvenue dans ce second épisode de la Fac LGS. En compagnie d'Émilie Robichaud, conseillère d'affaires, cybersécurité, conformité et protection des renseignements personnels chez LGS, nous poursuivons notre tour d'horizon de la loi 25. Dans notre premier épisode, nous avons discuté des raisons qui ont mené le gouvernement à dépoussiérer ces lois. Alors, dans notre deuxième partie, nous allons toucher l'aspect un peu plus mordant de la loi, ses conséquences et ses effets. Aussi, en compagnie de Michel Fossé, directeur service conseil sécurité de l'information chez LGS, nous allons plonger à nouveau dans le fossé numérique pour malmener quelques-uns des mythes les plus coriaces. Alors, sans plus attendre, allons-y. Alors, on connaît la loi, on connaît la raison pour laquelle la loi a été mise en marche, on connaît les conséquences, on sait qui va nous surveiller. Maintenant, quoi faire, docteur? Que doivent faire les entreprises pour se conformer aux exigences de la loi? Donc, pour septembre 2022, la date cible, c'est le 22 septembre 2022. Donc, on s'entend qu'avec l'été, puis les prochains mois, ça va aller vite. La date est vraiment très bientôt. Il y a plusieurs obligations. La première, c'est de désigner un responsable de la protection des renseignements personnels dans l'entreprise. Et puis, si cette personne-là n'est pas désignée en date du 22 septembre, ça va être le président ou la plus haute autorité de l'organisation qui va être nommé de facto, dans le fond. Ça va être lui qui va être présumé, dans le fond, le responsable de la protection des renseignements personnels. Ça amène un exercice de voir un peu la gouvernance, comment on devrait gérer ça à l'interne, qui on devrait désigner. On a possibilité de déléguer, évidemment, cette responsabilité-là. Mais il y a quand même un beau questionnement puis beaucoup d'exercices à faire avant d'arriver puis de dire, je vais nommer mon bras droit puis on verra. Là, il y a quand même toute une structure à mettre en place. Première chose. Deuxième chose, il y a créer ou mettre à jour des politiques et les pratiques encadrant la gouvernance des renseignements personnels. Donc, encore une fois, il y a tout le questionnement de savoir où sont les renseignements personnels, qui a accès, et puis de voir qu'est-ce qu'on veut en faire, puis c'est quoi notre vision comme entreprise par rapport à cette notion-là de renseignement personnel. Ensuite, troisième obligation, il y a de mettre en place un registre des incidents de confidentialité et aussi un processus de notification. Donc, encore une fois, un incident de confidentialité, il va falloir monter un registre, le mettre en place et puis assurer qu'il soit vivant. Il va falloir qu'il soit détaillé, il y aura beaucoup de choses à y inscrire. Et puis là, on ne tombe pas nécessairement dans le processus de notification qui est aussi à mettre en place. Donc, c'est des grosses étapes. Comme je disais, septembre vient vite. Et puis, comme quatrième obligation, il y a l'obligation d'avoir un inventaire des renseignements personnels dans l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est de documenter tout ce qu'on a, où sont les renseignements, combien de temps. Il y a toute cette cartographie-là des renseignements personnels qui va être à voir. Et puis, dernière chose pour septembre, c'est de mettre en place un programme de formation et de sensibilisation. Donc, on veut tranquillement amener la culture de la protection des renseignements personnels dans les entreprises. Donc, des activités de formation, sensibilisation font partie de cette nouvelle culture-là qui s'en vient. C'est des étapes qui doivent être faites, puis des obligations qui vont être suivies éventuellement également. Grâce à son affiliation avec le géant IBM, LGS vous offre des possibilités infinies. Ouverte sur le monde, notre équipe conserve sa couleur locale et propose une compréhension fine des enjeux et du contexte du Québec, de ses défis et de son environnement d'affaires. LGS, une expertise de calibre mondial disponible localement. Vous avez évoqué l'incident de sécurité, Émilie. Est-ce qu'on peut en donner un exemple? Un incident, on s'entend des fois, on pense que c'est majeur, puis c'est la grosse chose, mais un incident, ça peut être aussi banal que j'ai mon ordinateur, je vais travailler comme employé dans un café, puis je l'oublie. Et puis là, l'ordinateur n'est plus là finalement quand je reviens. On tombe dans un incident. Est-ce qu'il y a eu un accès non autorisé à des renseignements personnels? Peut-être pas. Si finalement l'ordinateur est retrouvé, puis personne ne l'a ouvert, il n'y a pas eu un accès non autorisé.
mais on demeure quand même dans un incident. Et puis, c'est ce genre d'incident-là qui devra être documenté. Et puis, ça couvre très, très large. Ça touche tous les employés de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que l'inventaire n'est pas si simple parce qu'il faut qu'il soit vivant puis qu'il est évolutif, qu'il continue d'être mis à jour. Donc, ça prend une vue très 360 de l'organisation pour s'assurer que tous ces incidents-là sont connus finalement, là, puis qu'on puisse les documenter. Alors, d'où l'importance des éléments de sécurité que les entreprises doivent mettre de l'avant pour justement être en mesure de réagir lorsqu'un incident, peu importe son importance, se produit. Ça, je trouve que c'est un excellent point parce qu'effectivement, on ne peut pas juste arriver puis dire on met des politiques, on nomme un responsable, puis bon, on est conforme à la loi, tout est beau. Il faut vraiment s'assurer que l'organisation, il y a vraiment du travail aussi avec les équipes technologiques, il y a du travail à faire avec les gens des ressources humaines. Il y a énormément de personnes concernées par cette loi-là dans une entreprise. Et puis, c'est certain que d'une entreprise à l'autre, c'est très variable ce qu'il y a à faire comme effort, mais demeure que juste pour documenter le registre des incidents, bien, toute l'entreprise est concernée d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, moi, je pense que la plus belle chose, c'est d'attacher la technologie de l'entreprise avec, finalement, les obligations de la loi, puis s'assurer qu'il y a un arrimage entre les deux. Donc, de vraiment prendre tout en charge avec cette mise en conformité-là, encore une fois. Michel Fossé, on est tous conscients que ça ne se résume pas en une phrase, tout ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce qu'Émilie vient de nous dire? On est un peu dans une sphère où se connectent différents aspects. Le facteur humain aussi intervenant là-dedans. Il faut chercher aussi à gérer les attentes de tout le monde. L'organisation elle-même doit s'organiser autour de cet incident-là, gérer les attentes de ses clients, gérer sa réputation sur le marché. Ça s'appelle de la gestion de crise. Donc, il faut toujours bien penser aussi à renforcer ces éléments-là, aussi dans le cadre de l'application de la loi. C'est directement ou indirectement, on en vient là. Donc, toujours se poser la question de quel public est ciblé, de quel type de médias sont les mieux positionnés aussi pour communiquer. Identifier la nature des risques aussi qui découlent de ce qui vient de se passer pour pouvoir correctement articuler les réponses qu'on veut faire à tout ça. Puis bien évidemment, ne pas oublier le volet d'assurance. C'est un moyen de transférer les risques également. Ne pas oublier de contacter ces assureurs rapidement et d'assurer des communications. Donc, en gros, c'est un peu ça à quoi il faut penser, que ce soit la gestion de crise au travers de cellules de crise, bien établir les diagnostics, mener les enquêtes en conséquence, puis éventuellement prendre contact aussi avec les personnes responsables de ces attaques ou de ces fuites de données. Ça commence par là. Et je devine que tout le monde aura besoin de conseils de professionnels. Ça ne s'improvise pas, ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Ça ne s'improvise pas. Par contre, c'est certain que la loi est arrivée assez récemment. Donc, j'invite les entreprises à quand même garder l'œil ouvert par rapport aux personnes qui peuvent les accompagner, de faire un choix judicieux, de s'assurer justement qu'on ne met pas juste en façade des politiques et certaines petites mesures, mais qu'on va vraiment en profondeur, puis qu'on s'assure que c'est un exercice à faire. Puis moi, je pense que ça vaut la peine de bien le faire pour justement pas après ça avoir des pénalités ou des conséquences qui reviennent un peu plus tard, puis se dire que finalement, ça aurait valu la peine d'aller un petit peu plus loin. Là. Je pense que prenez le temps de bien magasiner là, un peu cet accompagnement-là, puis de vous assurer que vous avez les personnels dans lesquels vous avez confiance. Chez LGS, vos objectifs technologiques sont notre défi quotidien. Notre expertise se déploie dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'une PME, d'un organisme à caractère social ou d'une grande entreprise manufacturière. LGS, c'est plus de 4 décennies d'évolution technologique à votre service. LGS, l'innovation à son meilleur. Merci Émilie et Michel. Passons maintenant au fossé numérique. L'information circule rapidement et en quantité phénoménale. C'est pas toujours facile de départager le vrai du faux, d'éliminer les certitudes des analystes de salon qui, plus souvent qu'autrement, se basent sur des perceptions plutôt que sur des assises solides, comme, par exemple, la vérité. Dans cette deuxième édition du Fossé numérique, Michel Fossé, directeur service conseil sécurité de l'information chez LGS, s'attaque à 3 autres affirmations liées à la protection des renseignements personnels.
4e mythe, ça ne sert à rien de dépenser des sommes faramineuses pour protéger les renseignements personnels des gens parce qu'ils ne sont pas prudents eux-mêmes lorsqu'ils naviguent sur le web, notamment sur les médias sociaux. Ça prend toujours la sensibilisation et elle a toujours sa place pour conscientiser les gens aussi à une utilisation adéquate de leurs identifiants. Mais c'est aux organisations aussi qui devraient réfléchir à 2 fois avant de négliger les données personnelles de leurs clients. Le coût moyen d'une fuite de renseignements personnels en 2019 était déjà de $150 par dossier client, le record tel qu'on le connaît en anglais. Puis ce coût-là, pour le domaine de la santé, un dossier patient, ça se monnayait à l'époque déjà de $400 à $500. Et quand on parle des fois de fuite de millions de dossiers, imaginez l'ampleur. En résumé, ça prend de sensibiliser le public cible, ça c'est certain, mais ça ne soustrait pas les organisations de leurs responsabilités et de la mise en place de techniques de protection. Mythe numéro 5. Tout le monde sait déjà tout sur moi, surtout le gouvernement. Alors à quoi bon tous ces efforts? Préserver votre amour-propre. Je pense pas que vous accepteriez qu'un individu s'installe chez vous, sur votre sofa, vide votre frigo, puis choisisse votre programme TV. Votre réputation, là, c'est votre bien le plus précieux. Puis ça va prendre de plus en plus d'importance dans une société, par exemple, où le nombre de likes ou de j'aime sur Instagram ou TikTok glisseront tranquillement vers un système de classification sociale de tous les individus, comme à l'image des codes de crédit qui régissent nos vies financières. C'est vers ça qu'on va. Donc, je vous engage tous à voir ça sous cet angle-là, puis de toujours rester vigilant. Émilie Robichaud, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je compléterai en disant que on est dans une société où le numérique est de plus en plus omniprésent pour les jeunes aussi, pour les enfants, comme parents également. On voit les enfants aller sur les tablettes, sur les ordinateurs de plus en plus. On cherche à garder un certain, contrôle de ce qui peut être fait, tout ça. Mais quand on tombe justement dans une possibilité de naviguer de n'importe quelle façon, puis qu'il n'y a pas de surveillance qui est faite, ben comme parents, on se met une certaine pression de dire, ben justement, tu sais, est-ce qu'on est en train de permettre ou de ne pas encadrer finalement les renseignements personnels de notre enfant. Je pense que ça viendra de plus en plus comme réflexe. Déjà que la loi intervient, on a déjà une première belle possibilité dans la société de faire un genre de sensibilisation par rapport à ça. Mais effectivement, il y a une surveillance ou une genre je pense, de vigilance parentale qui doit être aussi un peu plus présente là, pour assurer que les enfants aient leurs propres renseignements protégés d'une certaine manière. Chez LGS, le travail d'équipe, ça nous connaît. Avec agilité, notre équipe s'adapte à la vôtre et taille sur mesure des solutions parfaitement alignées aux besoins et aux réalités du Québec et de ses entreprises. LGS, le savoir-faire à son meilleur. Michel, voici le mythe numéro 6. Présenter les cyberattaques comme une menace imminente et dangereuse, c'est en soi une cyberattaque. C'est un faux problème inventé de toutes pièces par ceux qui vendent des solutions. La cybercriminalité, le cyberterrorisme et tous ces mots à la mode, c'est le nouveau bug de l'an 2000. On fait beaucoup de bruit pour rien parce qu'en bout de ligne, rien n'arrive. Vrai ou faux? Oui et non. On peut prendre l'exemple de sites de prévision météorologique, par exemple. C'est pas parce qu'on va annoncer aux 2 jours des vents violents et de fortes pluies que ça va influencer nécessairement le monde ou capter l'attention que ça devrait avoir. De là, on s'éloigne de l'intention initiale. Donc, banaliser ce genre de discours-là n'est bon pour personne, mais c'est un peu ce qu'on peut observer en matière de protection des renseignements personnels avec ces fuites de données et le recours aux cyberassurances aussi. On banalise et on se déresponsabilise. Donc, on nous vend des produits qui font qu'alimenter nos croyances et renforcer le faux sentiment de protection. Y aller avec des messages en apparence menaçants n'est pas vraiment la meilleure solution, mais c'est parfois nécessaire. Il faut y aller avec parcimonie. Dans le prochain épisode de la FAQ LGS, nous poursuivons nos discussions avec nos experts afin de contribuer à une meilleure compréhension de la réalité des technologies de l'information et leur impact dans notre quotidien d'affaires. La FAQ LGS est disponible pour téléchargement au www.lgs.com. C'est un rendez-vous.